au niveau européen, il faut savoir qu'il va y avoir un certain nombre de parutions de normes qu'on pourrait qualifier de parallèles à la norme française. Concrètement, aujourd'hui, on fait un travail au niveau de la norme française. Si demain, la réglementation européenne aspire une partie de tout ce que nous, on a défini à la fois dans la réglementation française et à la fois dans la norme, bah, il va y avoir un travail justement d'ajustement de cette norme, hein, et donc toutes ces normes entre guillemets parallèles, donc qui vont peut-être être sur plusieurs domaines. Je vous dis tout ça en peut-être parce que c'est en cours de discussion dans les groupes de travail au Comité européen et normatif, avec des parutions qui sont demandées, et ça c'est une source officielle, entre 2026 et 2030. C'est-à-dire que il faut qu'ils se décident vite, parce qu'une norme, c'est 4 ans. On est déjà en 2024, donc vous voyez que l'échéance de 2026 fait sourire. Quoi qu'il en soit, ça pourrait être une bonne chose d'avoir une norme européenne, je pense, euh, et idéalement qu'elle vienne des travaux qu'on a réalisés en France. Voilà, disons-le. Deuxième point, c'est l'évolution de la réglementation européenne en faveur de l'économie circulaire et du développement durable. Donc ça, c'est quelque chose qui a été initié déjà depuis une dizaine d'années et qui tend à s'accélérer dans les prochaines années, avec notamment la généralisation de la démarche d'économie circulaire sur le BTP, avec des éléments qui seront plus ou moins importants. Sur ce point-là, c'est un petit peu plus délicat de vous en parler parce que il faut faire partie vraiment de la Commission européenne pour avoir les informations, mais ce qui en ressort et ce qui en remonte, ce serait justement d'avoir quelque chose qui soit mis en place au niveau européen et aussi aux partenaires européens. Donc tous ceux qui vont fournir des biens, etc., au niveau européen. Et puis enfin, troisième point, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est la généralisation de la démarche d'économie circulaire sur tous les domaines. On ne parle plus que du BTP, on va parler de l'ensemble des domaines d'activité humaine. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie évolution. Il y en a d'autres, mais il y en a quelques-unes, j'ai pas le droit d'en parler publiquement. On est sur des éléments qui sont un petit peu plus vraiment dans l'œuf pour l'instant. Ensuite, on va aborder la partie obligation du diagnostiqueur et notamment les compétences et formations. Donc, c'est un extrait du décret 872 que vous retrouvez aussi dans les arrêtés de mars 2023, de juin 2023, pardon. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que ces preuves concernant les compétences sont à fournir en amont de la mission. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on fournit une fois qu'on a fait la mission, c'est quelque chose qu'on fournit au début. C'est-à-dire avant même la validation du devis, on doit fournir avec le devis nos preuves de compétences. Donc ça, c'est ce qui est demandé au niveau de la réglementation. Tout diagnostiqueur doit fournir la preuve de ses compétences. Et ensuite, on détaille, c'est notamment une expérience professionnelle d'au moins 3 ans en tant que technicien ou agent de maîtrise du bâtiment, mais aussi un diplôme de niveau 5 suite au cycle de 2 ans ou validation d'une formation qualifiante ou toute preuve équivalente. Aujourd'hui, on voit que le panel est relativement large pour ne pas créer de distension, on va dire, dans l'application du diagnostic PEMD. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est justement sur cette partie qui que il tend à être renforcé et donc toute la partie preuve équivalente et formation qualifiante viendrait à être supprimée ou fortement encadrée. Voilà. Toutes ces évolutions, notamment en termes de compétences, c'est bien ce que je vous disais, c'est pour tendre vers une réelle professionnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métier de diagnostiqueur PEMD est parfois et même très souvent réalisé par des diagnostiqueurs immobiliers, de plus en plus par des cabinets d'architectes ou par des bureaux d'études, euh, mais très souvent, dans la plupart, on va dire, des personnes qui sont aujourd'hui formées ou qui réalisent des diagnostics, on n'est pas sur une réelle professionnalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas une activité unique, c'est plus une activité complémentaire du métier de diagnostiqueur immobilier. Donc, ce qui est souhaité, c'est que justement, ça devienne une véritable profession non seulement dans la déclaration, donc ce qui est déjà fait, hein, puisque le métier de diagnostiqueur PEMD existe officiellement,
parce que c'était débranché. Mais également sur la partie compétences avec notamment un titre professionnel. Comme je vous disais tout à l'heure, une certification officielle. Alors comment on y répond? Nous, chez Labocert, on y répond de deux manières. On a tout d'abord une formation au diagnostic PEMD. Je pèse mes mots, hein, c'est une formation qualifiante, donc qui est sur un schéma de 4 jours, qui va prendre un format hybride, donc distanciel présentiel. On va être relativement pragmatique, donc ça dans toutes nos formations, mais encore plus sur celle-ci, c'est-à-dire que on va allier les pratiques et la théorie. D'accord? C'est pas uniquement, il y a pas de e-learning, par exemple, chez Labocert. On est vraiment sur du distanciel, c'est-à-dire que vous êtes en contact avec un formateur en visio, puis ensuite vous le voyez sur le terrain. Ça s'adresse notamment à des diagnostiqueurs immobiliers, à des architectes, à des maîtres d'œuvre, des assistances à maîtrise d'ouvrage. On va avoir également des personnes qui vont être référentes techniques. On va avoir des référents techniques, notamment dans tout ce qui est bailleurs sociaux, dans tout ce qui est grands groupes, notamment immobiliers ou hôteliers, hein, là où il va y avoir potentiellement beaucoup de travaux. Il y a aussi des personnes qui sont responsables des travaux dans le domaine hospitalier. Donc ça, tout ça, c'est un public qui est relativement large et cette formation va permettre à la fois de savoir ce qu'est un diagnostic PEMD, comment on le crée, comment on le construit, comment on le comprend, quelles sont les obligations, et aussi de pouvoir les réaliser, on va dire, sur une première phase. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, la première étape, c'est le premier pas vers le titre. Donc, lorsque les personnes ont suivi, par exemple, cette formation qualifiante, ils ont la possibilité de passer ensuite sur le titre, donc sur le parcours vers le titre de diagnostiqueur. Donc là, on a 3 niveaux de parcours qui va de débutant à confirmé. Vous avez quelque chose qui se déroule sur 2 épreuves avec un jury final qui est réalisé par FEDEREC, qui est le certificateur. On est sur quelque chose qui se déroule de 1 à 12 jours. Donc là aussi, on a un programme qui est appliqué en hybride. Donc on est à peu près à 50% distanciel, 50% présentiel également. On a toujours ce côté pragmatique et surtout, point important que j'ai pas mis là d'ailleurs, c'est que tous nos formateurs sont avant tout des personnes qui pratiquent ce qu'ils vont vous enseigner. C'est pas des personnes qui connaissent la théorie et qui se disent bah tiens je vais essayer de le transmettre. On a vraiment des personnes, alors j'aime pas le terme expert parce que ça fait très très juridique, mais des personnes qui sont confirmées, qui sont professionnelles dans le domaine qu'elles vont de compétences qu'ils vont vous apporter. Voilà. Donc là, sur ce titre de diagnostiqueur PMD, on va avoir un public qui est un petit peu plus restreint, puisqu'on est vers une professionnalisation. Donc ce sont principalement des personnes qui sont issues du BTP, du génie civil ou de la VRD, qui ont ou pas des diplômes, déjà en amont, qui ont ou pas de l'expérience. Donc tout ça, il y a des critères hein, d'entrée, c'est réglementé, c'est notamment inscrit dans le titre RNCP 36312. Pour ceux qui veulent se renseigner, ils peuvent aller sur France Compétences et aller regarder le RNCP 36312 dans la barre de recherche et ils auront toutes les informations, notamment les éléments d'entrée. Comme je disais tout à l'heure, on a plus de 150 apprenants qui sont passés sur ces formations depuis mars 2021. On a un taux de réussite aujourd'hui aux alentours de 86% et un taux de satisfaction aux alentours de 93%. Donc on voit que c'est pas forcément quelque chose qui est très facile, c'est pas donné à tout le monde, hein, et on a des échecs, et c'est quelque chose qui est plutôt satisfaisant d'un point de vue apprenant, voire même très satisfaisant, étant donné que 93%, c'est pas anodin non plus. Alors,